Bonjour tout le monde, bienvenue à la midi causerie sur la téléconsultation proposée donc par le CHUM et le réseau québécois de la télésanté. Je vais partager mon écran pour vous expliquer le menu du jour. Donc bienvenue au midi causerie télésanté, donc une série de rencontres virtuelles, gratuites, interactives pour informer, outiller et rassurer les patients, les proches aidants dans l'utilisation des soins à distance. C'est l'occasion, à chaque séance, d'en apprendre plus sur un sujet lié à la télésanté, de poser vos questions à nos experts, de partager aussi vos expériences, vos réussites, éventuellement vos doutes, dans un climat de bienveillance et accessible à tous et toutes. Aujourd'hui, notre sujet, la téléconsultation, c'est une option. À la fin de la rencontre, vous serez en mesure de comprendre en quoi consiste la téléconsultation, savoir dans quel cas et comment la demander, vous préparer efficacement à une consultation à distance, connaître les étapes typiques d'une téléconsultation, enfin, identifier les ressources disponibles pour obtenir du soutien. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Marc Esterlin, qui est agent de soutien télésanté au CHUM, et à Suzanne, qui va assurer avec lui le petit débat. Merci tout le monde, on se retrouve bientôt. À vous de jouer, Jean-Marc et Suzanne. Alors, bienvenue. Je me présente, je suis Suzanne Rodriguez et je suis accompagnée de notre expert Jean-Marc Esterlin. Ça va vraiment être une causerie. Alors, on va être capable, Jean-Marc et moi, de discuter et de vous outiller un petit peu plus sur la téléconsultation. Alors, les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, on va voir la téléconsultation, c'est quoi? On va parler des avantages et des défis, comment ça fonctionne, comment se préparer et à la fin, nous allons avoir une période de questions afin de pouvoir vous écouter et répondre à toutes vos interrogations. Alors, qu'est-ce que la télésanté? Alors, la télésanté, c'est une activité en santé et services sociaux réalisée à distance au moyen d'outils technologiques. Alors, par exemple, on va utiliser un ordinateur, une tablette ou un cellulaire. Et ce qui est important, c'est que ça implique une communication, soit en temps réel, comme présentement on le fait, ou en temps différé. Alors, par exemple, des messages qui vont être envoyés et vont être lus à un autre moment et répondus par la suite. Il y a 6 types d'activités en télésanté. Alors, on a la téléconsultation, la téléassistance, la télééducation, la télésurveillance, le téléavis et la télécomparution. Mais aujourd'hui, on aborde vraiment le sujet de la téléconsultation et nous avons notre expert Jean-Marc et il va nous expliquer un peu c'est quoi la téléconsultation. Alors Jean-Marc, la question, elle est à toi. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que la téléconsultation? Merci Suzanne, merci. Bonjour à tout le monde. Et la téléconsultation, en gros, Suzanne, c'est une consultation réalisée à distance. Au lieu c'est en présentiel, ça va se faire à distance. C'est entre professionnels de la santé et un patient et ça se fait par un appel vidéo. La plupart du temps, les gens pensent qu'il faut un ordinateur seulement pour faire la téléconsultation ou sinon c'est juste un médecin qui peut faire de la téléconsultation. Non, un médecin, un nutritionniste ou sinon une infirmière peut faire aussi de la téléconsultation. Cet appel vidéo a eu lieu à partir de chez vous. Comme on est en train de faire présentement, vous êtes quelque part, soit chez vous au bureau, on est en train d'assister à ce midi causerie et permet aux personnes de se voir et de s'entendre. Utilise l'application Microsoft Teams pour réaliser la téléconsultation et se fait avec un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent. Et comment on peut avoir accès à une téléconsultation? Comme indiqué, Suzanne, dans le titre de ce midi causerie aujourd'hui, c'est la téléconsultation est une option. Oui, la téléconsultation fait partie des options possibles pour le suivi des patients avec leurs professionnels. Et l'important, c'est que le patient doit en discuter avec le professionnel ou la professionnelle de la téléconsultation et lui, comme il ou elle évaluera la demande du patient et selon son jugement clinique, il va voir est-ce que ce mode de consultation est approprié à la situation du patient
est-ce possible sur le plan technique? Mais le plus important de tout ça, c'est la qualité de l'intervention avant tout. Alors, si un professionnel de la santé offre la possibilité d'avoir une téléconsultation, est-ce qu'on est obligé d'accepter? Selon la loi, non. Nous avons le droit d'accepter ou de refuser une consultation comme un soin ou échanger d'idées à tout moment. Et ce qui est important, c'est que le patient a le droit d'accepter ou de refuser une téléconsultation, d'être informé des services disponibles comme la télésanté, de participer aux décisions qui le concernent et de changer d'avis à tout moment. Et en gros, le patient n'est pas obligé d'accepter la téléconsultation, mais s'il a des questions, il faut poser ces questions-là avec le professionnel. Pourrais-tu nous expliquer les avantages et les défis de la téléconsultation? En gros, la téléconsultation a beaucoup d'avantages pour le patient et on peut parler d'un meilleur accès aux services de santé, surtout pour les patients qui habitent dans des régions éloignées. Et c'est comme ça facilite l'accès aux soins. Ils n'ont pas besoin de déplacer pour avoir l'avis d'un professionnel ou sinon d'un médecin concernant leur santé. Et c'est la même qualité de soins soit en présentiel ou bien en téléconsultation. Parce que c'est pour ça que je dis tantôt que c'est le professionnel qui va juger si la téléconsultation répond aux besoins du patient. Et ça favorise la participation des patients, c'est-à-dire le patient n'est pas seulement un bénéficiaire, mais comme il devient un acteur actif dans ses soins. Et c'est-à-dire qu'il participe aux décisions, comprend son plan de traitement et peut exprimer ses préférences. Cette approche aussi améliore l'adhésion des patients et les résultats aussi. L'autre avantage aussi, Suzanne, c'est que ça réduit les inconvénients liés au déplacement. Imagine aujourd'hui avec la grosse tempête de neige qu'on a dehors, puis les routes, etc. Mais ça limite le déplacement et ça diminue le stress du patient, les coûts, et la perte de temps pour les patients et leurs proches, et surtout les personnes qui vivent dans des régions éloignées de leur centre de santé. Et l'autre avantage on voit aussi, c'est que ça facilite la participation des proches aidants. C'est-à-dire, les proches aidants n'ont pas besoin de perdre leur journée de travail pour accompagner son proche à l'hôpital, etc. Pendant son travail, il peut demander une quinzaine ou bien une trentaine de minutes de pause pour assister à la téléconsultation avec son proche. Et les défis, c'est quoi? Les défis, comme toute chose, il y a des avantages, il y a aussi des défis. On peut dire que il se pourrait que le patient a des craintes ou des difficultés face à la téléconsultation. Par exemple, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut sur le plan technique? Est-ce qu'il va pouvoir réussir à se connecter à la téléconsultation? Est-ce qu'il sera capable de comprendre aussi le fonctionnement d'une téléconsultation? Tout ça aussi, ça fait partie des défis qu'on voit sur le terrain avec les patients en ce qui concerne la téléconsultation. Super. Et là qu'on connaît nos avantages, nos défis, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, par exemple, un professionnel m'offre l'option de la téléconsultation. J'accepte. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, il y a plusieurs étapes à faire. La première étape, c'est prendre un rendez-vous. Deuxième étape, c'est se préparer. Troisième, c'est se connecter. Quatrième, c'est participer à la téléconsultation. Et la dernière, c'est comme toute réunion, il faut conclure la rencontre. Ça, c'est les étapes à faire. Mais pour prendre un rendez-vous, avant tout, il faut que le patient ait un premier rendez-vous, soit en personne ou en appel téléphonique à un professionnel. C'est à ce moment-là que le patient va discuter à son professionnel pour parler de l'alternative de téléconsultation. Selon le jugement du professionnel, s'il voit que la téléconsultation répond aux besoins ou sinon à la situation du patient, il va recevoir un appel de confirmation de rendez-vous. Lors de cet appel-là, l'agent ou l'agente administrative va proposer la téléconsultation au patient. Il faut que le patient donne son consentement pour participer à la téléconsultation. Et après ça, si tout est OK, il y a un micro allumé, je pense.
Et Oui. si tout... Attends, Jean-Marc, je vais faire un petit rappel. N'oubliez pas de fermer vos micros, s'il vous plaît, pour le bon déroulement de la séance. Merci beaucoup. Je pense que je vais aller le chercher. Je vais le fermer tout de Oui. suite. Oui, tu C'est peux bon. faire ça, Suzanne. Oui, c'est fait. Merci, Denis. OK. Et oui, et comme le patient va recevoir un courriel de confirmation incluant le lien de la rencontre pour participer. Parce que je pourrais considérer comme conseiller aux personnes qui assistent à ce midi causerie, il faut bien lire et le courriel pour connaître les détails et comme les détails de votre rendez-vous en téléconsultation. Alors, maintenant qu'on a le rendez-vous, alors on a pris un rendez-vous, l'information a été envoyée par courriel. Comment on peut se préparer à la téléconsultation? Pour se préparer à la téléconsultation, ce que je pourrais rappeler les bonnes pratiques. Parce qu'il y a des bonnes pratiques pour assister à une téléconsultation. La première, c'est faire un test. D'abord, c'est que parfois, quand le patient ne fait pas le test, le jour de la rencontre, il peut rencontrer des problèmes de connexion ou sinon un problème avec son micro, le son, la caméra, etc. C'est pour ça qu'on dit au patient de faire un test euh, 24 à 48 heures avant leur téléconsultation. Comme ça, pour diminuer le stress ou quand ça ne marche pas. Et après ça, après avoir fait les tests, l'autre chose à faire aussi, c'est organiser son espace. Parce que ça, c'est important. Il faut choisir un endroit pour la téléconsultation, c'est-à-dire un endroit qui, comme c'est privé, confortable, et lumineux, sans bruit. Et parce que privé, parce que les informations concernant l'état de votre santé, c'est personnel. Et vous devez faire attention à l'endroit où vous situez pour assister à la téléconsultation. Et comme ça va faciliter l'interaction entre vous et le professionnel de la santé. Et l'autre étape aussi, qui est important comme bonne pratique, mais avant la téléconsultation, il faut tout préparer comme votre carte d'assurance maladie et téléphone. Il faut avoir votre téléphone sous les yeux, même quand vous faites la téléconsultation. Et je vais vous expliquer la raison pour laquelle je dis il faut avoir le téléphone sous les yeux. Et toute information sur votre état de santé et aussi lister des questions que vous aimeriez poser aux professionnels. Parfois, on dit, bon, j'ai toutes les questions en tête et le moment après la téléconsultation, comme pendant la téléconsultation, ça se peut que vous oubliez les questions importantes que vous aimeriez poser aux professionnels. Ça, c'est les étapes comme les bonnes pratiques, là. Super. Alors, on est assis confortablement dans un espace. On a toutes les informations, nos questions, le tout. Et là, une fois que je suis prête, comment est-ce que je me connecte à la téléconsultation? Comment j'arrive à voir mon professionnel? Et pour se connecter à la téléconsultation, il y a différentes étapes à faire. Je pense que les personnes qui assistent à ce midi causerie ont fait quand même pas mal d'étapes aussi pour arriver pour pouvoir assister à ce midi causerie. Mais je pourrais pas faire une démonstration en direct. Je vais juste jouer une vidéo pour les expliquer, pour qu'ils puissent voir comme les étapes à faire pour assister à la téléconsultation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes à faire pour rejoindre une téléconsultation. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur votre boîte de réception, votre courriel, et vous allez retrouver le courriel de votre établissement, sinon du professionnel avec qui vous avez rendez-vous. Vous devez cliquer sur le courriel et parfois dans ce courriel-là, il y a le nom, il y a votre nom, c'est le nom du patient, il y a la date du rendez-vous et le type de rendez-vous, est-ce que c'est en présentiel ou si c'est en téléconsultation. Ensuite, il y a le nom de la clinique et surtout la personne, le professionnel ou la professionnelle avec qui vous avez rendez-vous. Et après ça, vous allez trouver le lien de rendez-vous. Et arrivé ici, ce que vous devez faire, vous devez cliquer sur le lien. Et si vous avez l'application sur votre ordinateur, ça pourrait qu'il vous demande est-ce que vous allez ouvrir votre application Microsoft Teams ou non. Mais nous, on vous recommande d'utiliser
et de continuer, de sélectionner continuer sur ce navigateur. En cliquant sur continuer sur ce navigateur, ça va ouvrir une autre fenêtre. Et là, vous devez rentrer votre nom. Vous rentrez votre nom et parfois le micro et la caméra sont fermés. Il faut les ouvrir. On ouvre en cliquant ici. Et sinon, parfois aussi, ça demande d'avoir une autorisation pour que le Teams puisse accéder à votre micro et votre caméra. Après ça, vous cliquez sur Rejoindre maintenant. Et pour des mesures de sécurité, maintenant, il y a des captchas à rentrer. Vous regardez ce que vous voyez à l'écran et vous les rentrez à la bonne, de bons caractères. Si c'est minuscule, si c'est majuscule, vous les rentrez à la bonne case. Et vous faites envoyer. Et vous allez voir que quelqu'un va vous laisser accéder, sinon quelqu'un va vous laisser entrer sous peu à la réunion. Et vous attendez que le professionnel vous donne accès. Bon, là, il y a... Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Là, en arrivant ici, le professionnel va vous demander de vous identifier et après ça se peut s'il y a un problème que vous n'arrivez pas à entendre ce que le professionnel vous dit, ça se peut qu'il vous demande d'utiliser l'onglet conversation et vous pouvez écrire ici ou sinon le professionnel la personne va vous demander ou sinon vous écrire à travers cet onglet-là et conversation, vous pouvez continuer après pour le professionnel ou la professionnelle va vous dire quoi faire par la suite. Sinon, il faut toujours garder la caméra et le microphone allumés, comme ça le professionnel puisse vous voir et en même temps vous écouter aussi. Et ça, tout comme ça, on rejoint une téléconsultation. Merci. Merci, Jean-Marc. Alors, merci beaucoup pour cette vidéo explicative. Alors, pourrais-tu nous décrire le déroulement d'une téléconsultation? Est-ce que c'est différent d'une rencontre en présentiel? Non, en gros, la différence, c'est juste que vous êtes chez vous. Mais sinon, ça déroule presque de la même manière. Il faut confirmer que vous êtes la bonne personne en présentant votre carte RAMQ. Et s'il y a quelqu'un d'autre avec vous, vous devez le présenter au professionnel. Et comme ça, il va savoir qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous. Et pendant la rencontre, ce qu'on demande aux patients, c'est de rester toujours visible à la caméra et garder le micro allumé, comme ça pour faciliter les interactions entre le patient et le professionnel. Super. Alors, si jamais des personnes qui assistent, ils ont peut-être des doutes, quoi faire en cas de problème technique ou quel type de problème technique qu'on peut avoir durant une téléconsultation, est-ce que tu pourrais nous guider un petit peu sur ça? Oui, les problèmes techniques qui pourraient arriver, ça se peut que ça n'arrive pas. C'est des possibilités. C'est comme le Teams, pendant la réunion et vous êtes déconnecté et de la téléconsultation. Ce qu'on demande aux patients de faire, c'est de cliquer sur le lien qu'ils ont reçu, que le patient a reçu et faire les mêmes étapes pour rejoindre encore la téléconsultation et puis le professionnel va lui laisser accéder à. Sinon, c'est un problème technique qui nuisent à la téléconsultation, par exemple des difficultés à bien entendre, une incapacité à activer le micro, la caméra, ou sinon et des problèmes comme l'image qui fige, et avec s'il y a un problème de connexion d'Internet, tout ça, mais il faut juste en parler avec le professionnel et lui, il va décider par quel moyen il va terminer la téléconsultation, cette consultation-là. Super. Est-ce que c'est là pourquoi tu disais qu'on avait besoin d'un cellulaire ou notre téléphone à la portée? Oui, merci Suzanne. Et le téléphone à la portée, c'est que s'il y a un problème technique comme l'image qui fiche, tout, comme vous ne pouvez rien faire pour continuer la téléconsultation, le médecin, comme le professionnel, va vous appeler sur votre téléphone pour vous dire comment il va finaliser la téléconsultation. Super. Alors là, on parle de finaliser la téléconsultation. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut penser quand on finit une téléconsultation ou qu'on doit à quoi qu'on doit s'imaginer?
Ben, c'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme en présentiel. C'est comme, il faut toujours euh, poser des questions ou sinon donner vos commentaires aux Mhm, professionnels. Par exemple, est-ce que je vais recevoir une prescription et quelles sont les prochaines étapes pour moi? Et c'est quand la prochaine rencontre, est-ce que ça va se faire en téléconsultation ou en présentiel ou par téléphone? Et tous ces genres de questions que le patient juge est importantes mhm. pour lui, ben, il devait poser aux professionnels. Super. Et si jamais on a des questions ou on veut être accompagné ou on veut tester notre équipement, est-ce qu'il y a des ressources disponibles dans le réseau de la santé pour soutenir les patients et les patientes? Je vois Khalifa a déjà répondu à de- a mis un lien dans les commentaires. Oui, il y a le centre, il y a un centre de soutien en télésanté et il y a la page télésantéquebec.ca où on trouve soutien technologique. Sinon, si les gens veulent, les gens aussi peuvent appeler le numéro affiché à l'écran qui est le 833-564-0404. Ou sinon, sur le site web télésantéquebec.ca, il y a une page qui s'appelle Participer à une téléconsultation qui vous donne les étapes à faire pour assister à une téléconsultation. Sinon, il y a la page Tester votre équipement. Si vous ne voulez pas parler à quelqu'un, mais vous pouvez tester votre équipement directement sur la page web. Et il y a des vidéos aussi YouTube sur ce site web-là qui expliquent les étapes pour participer à votre téléconsultation. Mais les ressources importantes aussi, c'est votre clinique. Mhm. Il faut en parler à votre clinique, votre entourage et les bénévoles ou bien patients partenaires de votre établissement. Super. Ben, merci beaucoup pour toutes ces belles ressources qui peuvent accompagner lors de questions. Ces ressources, vous allez les recevoir par courriel suite au Midi Causerie. Alors, vous allez avoir un petit courriel de suivi avec tous les liens. Alors, inquiétez-vous pas, vous ne devez pas les écrire. Vous allez être notifié par courriel. Alors, c'est la fin de notre Midi Causerie. Et nous passons aux questions. Est-ce que vous avez des questions pour notre spécialiste Jean-Marc? Oui, j'ai une question là dans le clavardage. La téléconsultation est-elle couverte par la carte RAMQ? Oui, c'est comme une consultation en présentiel. Ça, c'est couvert par la 4 que. Si un usager n'a pas ni tablette ni ordinateur, y a-t-il des prêts possibles dans toutes les régions du Québec? Je sais que c'est possible sur la côte nord, mais ailleurs. C'est une excellente question. Je peux répondre par exemple au CHUM. Non, on ne fait pas de prêts de matériel, mais sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres établissements qui font ce genre de prêts-là. Bonjour tout le monde. Oui, ça existe le prêt des équipements provinciaux pour toute la province, mais pour différents services. Donc, si les services ils nous avisent combien de temps ils ont besoin d'offrir des tablettes pour des patients afin de faire des suivis ou peu n'importe, donc on fait un accord avec eux et on procède à faire le prêt des équipements provinciaux. Donc, mais c'est pas tous les régions, c'est pas tous les établissements. Donc, ça dépend des services, mais ça existe. Merci beaucoup, Khalifa, pour ta Plaisir. précision. Madame Gagné du CIUS, la capitale nationale, explique que ça existe visiblement pour les maladies chroniques dans son établissement. Oui, Madame Daphné Michel? Fait que dans le fond, ma question, ça serait, est-ce que vous pensez que la téléconsultation va remplacer le rendez-vous présentiel? Est-ce que c'est quelque chose éventuellement, vous pensez, qui va devenir, je vous dirais, obligatoire ou plus privilégié? Alors, je vais me permettre de répondre si Jean-Marc et Suzanne. En fait, c'est un complément, tout simplement. C'est une option. Ça veut dire que c'est une Mhm. possibilité que l'on donne. C'est une troisième voie. Entre guillemets, il y a le rendez-vous présentiel qui restera toujours la norme. Et puis, vous avez, bien sûr, si c'est pour juste dire un simple résultat positif, bien, un coup de téléphone suffit. Mais quand on a besoin de faire un suivi plus détaillé, eh bien, la téléconsultation, Mhm. c'est une. OK. Est-ce que dans le fond, si, admettons, le patient a besoin d'avoir une prescription, est-ce qu'on va privilégier cette façon-là aussi? On peut l'envoyer directement à la patiente, puis elle, ou comment ça va fonctionner si on doit? Ben, vous pouvez envoyer la prescription On reste à la patiente tout à fait par courriel direct à la après la pharmacie. téléconsultation, par exemple.
OK. OK. Mais ça D'accord. donne, ça permet de démultiplier en fait la façon de travailler avec les patients et de leur apporter donc Mhm. tous les soins nécessaires. Et surtout, ça leur permet de rester chez eux, comme Jean-Marc l'a précisé. Merci. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Ah oui, Monsieur Robert Lomas. OK. Lors d'une consultation et qu'on a besoin de faire soit une prise de sang et ou connaître la pression, ces choses-là, est-ce que, exemple, pour les personnes à l'extérieur des grands centres, cela pourrait être fait à leur pharmacie? Ces résultats-là, juste avant de rencontrer le professionnel via une téléconsultation, quand c'est juste une question de prendre la pression ou une vulgaire prise de sang? Alors, selon ce que vous a demandé le clinicien, enfin votre infirmière par exemple, prise de sang, ça peut être fait en effet dans une pharmacie, puis après vous donnez à l'écran, vous allez donner vos résultats qui ont été donnés par le professionnel de santé que vous avez pu voir à la pharmacie. Ça ne pose aucun souci. Mais la pression, elle? Oui, et la pression, c'est pareil. Après, le professionnel, voyant vos résultats que vous allez lui montrer lors de la téléconsultation, peut demander qu'il y ait des éléments en plus, ce qui est tout à fait logique. OK. Donc, je parle au point de vue parce que moi, je suis du côté cardiaque. Et Oui, puis, à chaque bonjour, à chaque coin, toutes les fois que je rencontre un professionnel quelconque, la pression est de mise à tous les fois. tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de suivi, par exemple. C'est évident que si, par exemple, le professionnel doit faire un examen physique, il n'y aura jamais de téléconsultation. Après, il y aura d'autres séances, par exemple, qui évoqueront ce qu'on appelle les objets connectés qui permettent de prendre des données à distance, par exemple au niveau cardiaque, et qui permettent aux professionnels de suivre ces éléments-là tout au fait que vous restiez chez vous. OK. Voilà. Alors, effectivement, Rudolph, tu vas présenter les prochaines, mais en mars, M. Robert, on va présenter la télésurveillance. Madame Louise Bertrand, vous avez une question à poser? Oui, j'en ai une autre. En fait, j'ai deux questions. Allez-y. Je me demandais, est-ce qu'il y a un âge minimum pour participer à la téléconsultation? Ça, c'est ma première question. Parce que quand on est mineur, est-ce que le parent doit être là? Et ma deuxième question, dans le fond, est peut-être un petit peu plus sensible. Lorsqu'il est question de problèmes de santé mentale, est-ce que la consultation peut se faire en télésanté? Parce que tantôt, vous aviez parlé que le proche aidant peut être là, mais des fois, il y a des cas, par exemple, en santé mentale ou en cas de violence conjugale. Comment fait le professionnel à ce moment-là pour s'assurer de la confidentialité là, de la Alors, tout discussion? à fait. Vous avez posé une très bonne question. Le jugement clinique du professionnel prime toujours. Ça veut dire que, par exemple, en santé mentale, il y a des tas de téléconsultations tous les jours en santé mentale ou en psychologie, par exemple, au sens plus large. Donc, ça se fait très bien. Pour répondre à votre première question, un mineur, mais s'il a l'âge requis pour être vu en consultation tout seul par un professionnel de santé, ça ne change rien à ce niveau-là. Quand on évoque donc, c'est vraiment le clinicien qui va dire, on peut faire la téléconsultation, mais vous devez vous assurer d'être dans un endroit sécuritaire pour vous. Et donc, c'est le fait que personne n'entende ce qui va être dit. Bien sûr, c'est quelque chose que le clinicien ne peut pas vérifier de lui-même par rapport au cas que vous avez évoqué. Mais donc, c'est ce qui est toujours préconisé. Donc, sauf à ce que vous acceptiez que des personnes de votre famille soient avec vous, ce qui est une autre possibilité aussi, parfois même plusieurs membres de votre famille. Eh bien, sinon, non, en effet, on fait ça tout seul dans une pièce, entre guillemets, fermée, bien sûr. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui, moi. Oui, Monsieur Lomas, allez-vous? Comment est-ce que le professionnel de la santé peut s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions? Et puis, mon autre question était aussi surtout que moi, en ce moment, en étant dans une autre institution, ça existe déjà, les téléconsultations. Quel est le Tout à fait. pourcentage qui existe et quel est le pourcentage que vous visez? Là, je parle des cas, pas de toutes les rencontres, mais des cas qui sont susceptibles d'être possibles en Tout à fait, téléconsultation. tout à fait. En fait, si vous voulez, je vous dirais que
la cible des soins virtuels au sens large, c'est à peu près d'arriver jusqu'à 30% des actes qui se font au quotidien, hors hospitalisation, bien sûr. Donc, vous voyez, le but, ce n'est pas de remplacer non plus le présentiel, mais d'offrir, comme on l'a dit, une autre option de prise en charge. Il est évident, comme on l'a dit précédemment, que le clinicien ne peut pas survérifier, surveiller l'endroit où vous êtes et puis dans quelles conditions vous allez le faire. Mais s'il sent qu'il y a un risque, que par exemple vous êtes dans un Tim Hortons, je prends cet exemple-là par exemple, ou dans un endroit public, ben, il va vous dire, ah, écoutez, non, on ne peut pas le faire là, il faut que vous soyez dans un endroit où il n'y ait pas de bruit, évidemment, et puis qu'il ne soit pas public, c'est évident. Mais il ne peut pas surveiller l'endroit, plus que ça, l'endroit où vous êtes. C'est évident. Mais Si- il vous le rappellera. Mais si je peux me permettre, si jamais vous atteignez la 25% des consultations, les avoir en téléconsultation, vous venez de désengorger les urgences et vous venez de régler beaucoup de problèmes. Vous avez raison, c'est une avenue, c'est pour ça que c'est une avenue qui est explorée au sens large du terme. Puis c'est gagnant-gagnant tant qu'à moi. Oui, tout à fait. C'est ce que nous pensons en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Bertrand. Moi, je vais poser la question en suivi de M. Loma. Je trouve ça fort intéressant, la question qu'il a dit, l'avenue possible, mais là, on le fait en téléconsultation actuellement avec soit nos médecins ou nos professionnels traitants. Mais est-ce que la téléconsultation est en train d'être étudiée pour être faite, par exemple, à partir d'un service d'urgence d'hôpital qui n'est pas nécessairement relié à notre dossier? Alors, mais vous avez posé la question principale. Il faut obligatoirement, déjà quand vous mettez le pied aux urgences, entre guillemets, les professionnels des urgences vont vous prendre en charge. Et puis, il faut absolument avoir accès à votre dossier. Si vous allez aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pas demain, dans un établissement, par exemple des Laurentides, et que vous êtes suivi à Montréal, le professionnel des Laurentides n'aura pas accès à votre dossier. Donc, la possibilité que vous évoquez n'est pas encore possible. Mais grâce à ce qu'on est en train d'être mis en place, le dossier santé numérique, dans quelques années, ça le sera. Donc, mais il faut comprendre que souvent, quand on va aux urgences, il est nécessaire de faire une étude, comment dire, un examen physique. Donc, je répondrai que ce n'est pas encore possible, largement pas. OK, je vais juste apporter un complément. C'est que dans les urgences, il y a beaucoup de gens qui se présentent qui n'ont pas nécessairement besoin d'un examen physique. Alors, c'est pour ça que je trouvais intéressant. Mais vous avez pas mal répondu à ma question avec le dossier numérique. N'est-il pas sur la glace actuellement, ce dossier-là? Non, parce qu'il sera mis en opération dans 2 établissements au mois de mai. Merci. Monsieur Lomas, vous avez encore une question? Oh, c'est parce que là, ouais, non, je ne pensais pas, mais oui, j'en ai une qui est peut-être un peu de paranoïa, là. Qui va vérifier et s'assurer qu'il n'y aura jamais de ChatGPT d'impliqué là-dedans, que ça va toujours être des êtres humains qui vont répondre à l'autre bout? Alors, L'intelligence aujourd'hui, vous artificielle est voyez, rendue. mon collègue Jean-Marc, Suzanne et moi-même, nous sommes bien des êtres humains. Nous ne sommes pas des avatars numériques. Et puis, toute la chaîne autour de votre dossier n'est pas faite d'IA. Mais on comprend votre question. Mais là, je pense qu'on en est encore loin, loin, loin. Et puis, comme l'a expliqué Jean-Marc, le système qui est utilisé aujourd'hui, qui est un système donc acheté par la province, a une robustesse informatique tout à fait satisfaisante. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de questions à se poser pour l'instant à ce niveau-là. Je vous dirai, reviendrai me poser la question dans 5 ans, peut-être que j'aurai une autre réponse. Si je peux ajouter Merci juste pour- une chose, c'est pour ça qu'on ajoute le CAPTCHA comme mesure de sécurité pour vous. Merci Jean-Marc de cette précision. Merci. Donc, notre collègue Monsieur Labrec répond par rapport à l'urgence. Nous avons en effet une trajectoire d'urgence, mais c'est là dans le cadre des problèmes de neurologie vasculaire, la téléthrombolyse. Donc, c'est un cas très, très, très précis et qui n'est pas ouvert en fait pour l'arrivée aux urgences en tant que telles. Oui, Madame Langford, une question? Bonjour. C'est plutôt un commentaire. Moi, je me trouve aux Îles-de-la-Madeleine, je suis en région éloignée. Et juste pour vous dire, je travaille, je ne suis pas une patiente, mais je
je pourrais devenir une patiente de toute façon. Mais actuellement, je peux vous dire qu'on fait de la téléconsultation pour le bénéfice des patients qui nous écoutent à distance en hémato-oncologie. Donc, le patient vient à l'hôpital. On le fait à partir de l'hôpital. Vient à l'hôpital, il est en présence d'une infirmière et on a une téléconsultation avec le spécialiste à Québec. Et à ce moment-là, le patient n'a pas la peine de se déplacer pour sa consultation à Québec. La consultation se fait par téléconsultation à partir de l'hôpital. C'est très bien pour les régions éloignées et je pense qu'il y a un énorme potentiel de développement possible pour ce type de consultation. Les patients sont très contents parce qu'effectivement, ça peut être avant le début du traitement. Il va annoncer quel traitement que le patient va avoir, mais c'est aussi en cours de traitement. Il peut y avoir des modifications, etc. Ça fait qu'on va faire une autre téléconsultation parce que les hématologues, oncologues se déplacent juste 4 fois par année aux îles. Donc, tout se fait en hémato-oncologie, probablement pas mal à distance. C'est sûr qu'on a des médecins sur place qui suivent les patients, mais quand ça dépasse leur capacité, il y a toujours les hémato-oncologues qui sont là pour rencontrer les patients à distance. Puis aussi, il y a du téléavis, c'est-à-dire qu'à tous les 2 semaines, il y a 1 heure de consacrée avec les professionnels et l'hémato-oncologue pour discuter de problématiques qu'ils ont rencontrées en cours avec certains patients. Donc, c'est effectivement un service à poursuivre et à développer dans d'autres spécialités. Merci beaucoup pour ce témoignage, Madame Langford. Nous allons terminer par vous présenter la suite de nos activités, les prochaines Midi-Causeries. Donc 12 février, le besoin d'aide avec la télésanté, le soutien télésanté provincial est là pour vous. Et en mars, le 19 mars, télésurveillance, votre santé entre de bonnes mains, même à distance. Je vous remercie pour votre participation. Merci aussi à Suzanne et Jean-Marc. Et on se retrouve donc en février. Merci beaucoup tout le monde.